Bonjour Alma Dufour. Bonjour. Vous êtes députée LFI de Seine-Maritime. Dans l'avalanche de chiffres et d'informations qui paraissent comme chaque année pour ce 8 mars, on pourrait retenir l'écart de salaire homme-femme qui est en France qui est plus que de 3,8% à emploi égal, ou encore par exemple le fait que le Mexique, qui est l'un des pays, on va dire, les plus machistes d'Amérique centrale, a élu une femme à sa tête, Claudia Sheinbaum. Vous, la meilleure nouvelle de l'année écoulée pour les droits des femmes, quelle est-elle ? Alors la meilleure nouvelle, je ne sais pas si on peut parler de meilleure nouvelle, mais quand même, je dirais que les affaires judiciaires de grande ampleur qu'on voit arriver, concernant évidemment Gisèle Pelicot et son mari, mais maintenant aussi concernant ce chirurgien, M. Skornek, qui passe enfin, qui comparaît enfin devant la justice, montre, je l'espère à tous, que l'impunité sur les violences sexistes et sexuelles, et surtout sur les violences sexuelles faites aux femmes, est en train de prendre fin. Ouais. Mais voilà, mais du coup, c'est très important. Après, le combat est très très long et je voulais quand même profiter de cette antenne ce matin pour adresser mes condoléances aux proches, aux familles des 23 femmes qui sont mortes d'un féminicide, donc assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint depuis le 1er janvier. C'est-à-dire, on en est encore à des taux de féminicide excessivement importants en France, 134 à peu près estimés par les associations, parce que les statistiques du ministère de l'Intérieur ne permettent pas vraiment de faire ce tri. Déjà, c'est peut-être un problème. Mais donc, du coup, la question des violences conjugales, des violences faites aux femmes n'est toujours pas réglée et on attend toujours les 2,6 milliards qui avaient été promis par le président Macron aux associations, justement pour lutter contre ce phénomène qui est absolument inacceptable dans une démocratie. Sur les écarts de salaire, Alma Dufour, Bérangère l'évoquait, 3,8% à poste égal. Alors c'est un peu plus, évidemment. C'est 22% au global. Voilà, il y a la question toujours des temps partiels subis, etc. etc. Comment on grappille à poste égal ces derniers pourcents qui vont manquer ? Eh bien, à un moment donné... Il y a du progrès quand même déjà. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas à poste égal parce que le patriarcat et la discrimination des femmes s'exercent tout au long de la vie et ça finit par aboutir au fait que, effectivement, il y a plus de temps partiel, 2, les professions moins rémunérées sont davantage occupées par les femmes, 3, les femmes qui ont des enfants vont travailler moins, vont prendre en charge davantage les enfants et l'écart de salaire s'agrandit au fur et à mesure qu'une femme a des enfants. Est-ce que les politiques d'enveloppe, par exemple, qui sont mises en place dans les entreprises, les enveloppes pour l'égalité, ça c'est quelque chose que vous saluez, j'imagine ? Bien sûr, mais ça fonctionne bien, paraît-il. Moi, quand je vois, encore une fois, toujours qu'il y a 22% au global, je ne prends pas les chiffres à travail égal parce que justement, les femmes n'ont pas de travail égal avec celui des hommes. C'est bien le problème. Donc, il faut aller beaucoup... Ça existe quand même. Non, mais oui, mais en statistique, c'est ce que j'essaye de vous dire. Et on voit avec l'âge, les femmes ont beaucoup moins de promotion que les hommes. Donc les femmes se retrouveront beaucoup moins facilement. Mais c'est quoi, c'est la contrainte Mais bien sûr qu'il faut de la contrainte. Contraindre le chef d'entreprise, c'est la société qui bouge pas assez. Il faut de la contrainte. Il faut de la contrainte donc à métier égal, justement sur grappiller ces pourcents qui manquent. Mais aussi, il faut que les pouvoirs publics s'intéressent aux métiers dits féminisés. Il y a 2 manières. Déjà, nous, par exemple, les AESH, les aides à domicile, des métiers très féminisés dans ma circonscription. Des fois, dans certaines villes, 1 femme sur 3 occupe ce type de métier. Ces métiers ne sont pas reconnus. Ce sont des temps partiels subis. On leur impose. Elles sont à 900 € par mois. Ça, ce n'est plus possible. Nous, la France Insoumise, on se bat pour une création du statut de fonctionnaire, par exemple, pour les AESH, pour les aides à domicile, pour donner des temps complets. Fonctionnaire y compris pour les aides à domicile ? Mais oui, bien sûr, en fait, ou un droit du travail qui permette effectivement d'atteindre le temps complet. Ensuite, il faut revaloriser les bas salaires parce que là aussi, les femmes occupent davantage des métiers à bas salaire que les hommes. Il y a plus de femmes au SMIC que d'hommes en proportion par rapport à la répartition dans la société. Quand on dit qu'il faut augmenter le SMIC, quand on dit qu'il faut lutter contre l'inflation, toutes ces mesures-là, elles peuvent paraître... elles sont générales, mais elles protègent en premier lieu les femmes. Et idem pour la réforme des retraites qui, sans surprise, et comme nous l'avions annoncé pendant 1 an au moment de la négociation, pénalise davantage les femmes que les hommes. Et là aussi, c'est un vrai problème. Juste un mot avant et puis on va en venir à l'Ukraine. Mais on a appris hier que la France Insoumise avait déposé une proposition de loi pour mettre fin au devoir conjugal dans le droit français. Oui, tout à fait. Qui est une anachronie totale. La CEDH a condamné la France suite à un divorce pour faute prononcée contre une femme qui ne dormait plus avec son mari, en clair. C'est utilisé dans combien de divorces chaque année, ça, en France ?
Écoutez, c'est assez faible, mais la question, c'est surtout, c'est symbolique. Il y a des choses qui doivent être ancrées dans le droit pour faire avancer les mentalités. On va revenir sur la question des violences conjugales, des féminicides. Il faut rompre cette idée qu'une femme appartient à un homme à partir du moment où elle est en couple avec lui, a fortiori à partir du moment où elle est mariée avec lui. Je ne veux pas revenir sur l'affaire Pellico, mais on parle de ça. Et ça, symboliquement, ça permet de trancher définitivement cette question-là dans l'imaginaire de tous les Françaises et les Français, c'est-à-dire non, le fait d'être marié à un homme ne lui donne pas des droits sur votre corps. Et vous voulez inscrire ça dans le Code civil. Voilà. Alma Dufour, un tout autre sujet qui est évidemment au cœur de l'actualité, c'est la guerre en Ukraine, ce qui est en train de se passer sous nos yeux du point de vue américain, du point de vue russe. Également, est-ce que d'ailleurs, à vos yeux, la Russie est un adversaire ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire très, très, très attention dans la période aux mots qu'on utilise. Et c'est bien pour ça que je vous demande de qualifier ce qu'est la Russie. Justement, et c'est bien pour ça que je vous dirais que je préfère pas qualifier un État qui est une puissance nucléaire avec laquelle on espère il est encore possible d'aboutir à une paix plus juste. Ah, vous ne qualifiez pas la Russie. La Russie n'est ni une menace, ni un adversaire. Bien sûr que c'est une menace. Mais dire adversaire, ça veut dire quasiment qu'on est prêt à rentrer en guerre. Mais menace existentielle, comme le dit Emmanuel Macron, c'est une réalité. Pour qui ? Pour l'Ukraine, ça c'est une certitude. Pour l'Europe. Pour la Géorgie, c'est sans doute une certitude. Pour les États membres de l'Union européenne, il faut être précis sur ce qu'on dit. Pour les États membres de l'Union européenne, c'est beaucoup moins une certitude. Je veux dire, la Russie a réussi à prendre contrôle du Donbass, mais elle n'a pas réussi à envahir la Crimée, à prendre le contrôle de Kiev. Il faut quand même rappeler la réalité des rapports de force sur le terrain. C'est-à-dire que si l'Ukraine ne peut sans doute pas regagner la guerre sans le soutien des États-Unis... La guerre hybride qui nous est menée sur le cyber, en mer, par la Russie, les avions qui passent à côté d'avions français... Attendez, laissez-moi finir. Parce que si, dans ce cas-là, la Russie est un adversaire, expliquez-moi pourquoi l'Union européenne achète plus en 2024 de gaz et de pétrole russe qu'elle ne donne d'argent. Parce que diversifier, ça prend du temps et que c'est compliqué. Oui, enfin, sauf que ça a réaugmenté. Vous savez parce qu'il y a des centrales nucléaires qui ont été fermées dans certains pays aussi, comme l'Allemagne. Oui, mais ça, c'est les choix de l'Allemagne. Vous savez que depuis le début de la guerre, on a dépensé 200 milliards, on a donné 200 milliards à la Russie en pétrole et gaz russe. Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrête... Donc, pour vous, il faudrait stopper ça complètement. Et tant pis, bien sûr, déjà... Tant pis si l'approvisionnement est défaillant. Mais attendez, la France, franchement, on n'a pas tant de problèmes que ça. Hein. Nous, en plus, on est obligés aujourd'hui de payer un prix de l'électricité européen qui est indexé sur le prix du gaz alors qu'on en consomme très peu. Tout ça pour favoriser les intérêts de l'Allemagne. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre ces sujets avec sérieux. Il ne faut pas se faire embarquer dans un espèce de coup de force qu'on est en train de nous vendre. La France n'est pas menacée aujourd'hui. La France n'est pas menacée pour vous. Elle n'est pas menacée militairement. Nous avons 300 têtes nucléaires. La désorganisation d'une cyberattaque, mais évidemment, on l'a observé sur les hôpitaux. Mais la Russie n'est pas les seuls à faire des cyberattaques. D'accord, mais puisqu'on en parle... Voilà, ils en font beaucoup. Non, mais attendez, je ne dis pas que la Russie n'est pas une menace. Ce que je veux dire, c'est quand on dit adversaire, entrer en guerre, il faudrait que le président, déjà, soit beaucoup plus attentif aux mots qu'il prononce, ne change pas d'avis toutes les 2 secondes comme le président Trump. Je vous rappelle quand même qu'il y a 1 an, il avait dit on est prêt à envoyer des troupes au sol en Ukraine. Il a été désavoué par beaucoup de pays qui font partie de l'OTAN. Non, mais Alma Dufour, il faut qu'on s'interrompe une seconde parce qu'on doit aller au fil info, mais on va continuer. Excusez-moi juste, c'est parce qu'il ne faut pas suivre la fâcheuse tendance du président Macron à dire tout et n'importe quoi à la télé sur des sujets de défense. On va rentrer dans le détail dans une minute. D'abord, votre fil info à 9h-20. Mathilde Romagnan. La prise en charge médicale des femmes n'est pas la même que celle des hommes. Une femme sur 2 dit avoir déjà vécu une minimisation de ses symptômes par un professionnel de santé. C'est ce que montre une étude de la Fédération hospitalière de France publiée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Le trafic est normal ce matin en gare du Nord à Paris. Après une journée de très fortes perturbations, hier, la circulation a été totalement interrompue après la découverte d'une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale. C'est une première. 2 collectifs appellent à manifester cet après-midi à Ajaccio en Corse contre la mafia et contre la criminalité organisée. Et 2 semaines après la mort de Chloé, étudiante de 18 ans tuée par balle dans sa voiture sur fond de règlement de compte. La France affronte l'Irlande cet après-midi pour la 4e journée du tournoi Destination de rugby. Le 15 du trèfle est l'actuel tenant du titre, toujours invaincu pour l'instant dans cette compétition. Coup d'envoi à 15h15. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck.
Toujours avec Alma Dufour, députée La France Insoumise de Seine-Maritime et membre de la commission de la défense à l'Assemblée nationale. On évoquait, donc vous évoquiez les mots d'Emmanuel Macron, il y a aussi les propositions. Alors vous, quelles sont les vôtres? Est-ce que par exemple, s'il devait y avoir un cessez-le-feu, il faudrait envoyer... Il faut un cessez-le-feu. Non mais il faut le dire. Oui, mais est-ce qu'il faudrait envoyer des soldats européens comme une force en quelque sorte de maintien de la paix ou en tout cas de contrôle de la paix? Bien sûr. Alors là, pour le coup, je vais sans doute vous étonner parce que je sais que nos positions sur ce qui se passe en Ukraine sont toujours très mal relayées. On a toujours été pour l'envoi, par exemple, des casques bleus. C'est-à-dire que des forces de paix, y compris... Il faut que ce soit sous mandat de l'ONU. On préférait que ce soit sous mandat de l'ONU, oui, c'est le mandat le plus légitime. Et que les Français, des soldats français participent à ces forces de paix pour garantir un traité de paix qui soit juste, parce que ce que propose Trump à l'Ukraine et le pillage de ses ressources pour 500 milliards d'euros qui vont repartir à la Russie et aux États-Unis comme par hasard, ça c'est inacceptable. Et on comprend le président Zelensky de ne pas avoir voulu céder à ce chantage. Néanmoins, il dit aujourd'hui qu'il veut un accord de paix. Nous voulons tous un accord de paix. Et bien sûr que l'envoi des casques bleus notamment serait une bonne chose pour préserver cet accord de paix. Et un cessez-le-feu, globalement tout le monde est d'accord pour un cessez-le-feu. Emmanuel oui, mais Macron, il faut le dire. Oui, mais... C'est pour ça, moi, je préfère parler de cessez-le-feu que de traiter la Russie d'adversaire, d'ennemi, etc. Parce que si on va devoir négocier... Malheureusement, on n'a pas envie de négocier avec Poutine qui a agressé l'Ukraine, qui a tué des dizaines de milliers de civils. Et précisons qu'il a également envahi la Crimée. Et qu'il a envahi, la Crimée depuis 2014. Et là aussi, je reviendrai sur l'hypocrisie, parce que depuis 2014, la Russie s'est attaquée aux frontières de l'Ukraine en envahissant la Crimée. Ça n'a pas empêché Emmanuel Macron, en 2017, de soutenir des projets Je crois me souvenir que Jean-Luc Mélenchon pouvait avoir aussi des propos pas forcément totalement critiques vis-à-vis de Vladimir Poutine. Et il y a les actes. Là, je vous parle... Il n'est pas au pouvoir, Jean-Luc Mélenchon. Là, je vous parle d'un projet gazier de Total Energy, Yamal LNG, qui a été soutenu en 2017 avec de l'argent public français par Emmanuel Macron, alors qu'il y avait déjà eu la guerre en Crimée. Donc il faut cesser l'hypocrisie, il faut être responsable. Tout le monde veut un cessez-le-feu. Oui. Personne ne dit clairement avec quel objectif. Est-ce que l'idée, c'est de restituer les territoires ukrainiens aux Ukrainiens? Est-ce que c'est de geler la situation en l'état? Écoutez, évidemment... Évidemment, bien sûr que non. Ce qui est évidemment souhaitable, c'est que l'intégrité territoriale de l'Ukraine soit retrouvée. Néanmoins, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible dans le rapport de force actuel militaire? C'est ça la question, la probabilité. Mais là, encore une fois, ça me gêne de devoir dire ça à la télé parce que c'est des négociations importantes, diplomatiques et militaires. Sans le soutien actif des États-Unis, c'est très très peu probable que l'Ukraine réussisse à récupérer le Donbass. On est clair. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut obtenir de meilleur pour l'Ukraine? Parce que ce que Trump a mis sur la table, c'est du pillage pur et simple et c'est inacceptable. Et donc, c'est obtenir quoi? C'est obtenir... L'entrée dans l'OTAN? Alors, l'entrée en l'OTAN, je pense que c'est la pire idée, par contre. Je pense que c'est la pire idée. Si vous voulez négocier... parce que c'est ça qui a déclenché... Même sans les Américains qui sont ça, c'est le narratif du Kremlin, quand même. C'est ça qui a déclenché... Oui, en tout cas, c'est comme ça qu'ils le justifient. Mais même si c'est faux ou si c'est vrai, quoi qu'il en soit, ils prendront prétexte de ça pour ne pas signer un accord de cessez-le-feu. Vous comprenez ça? Donc, la question, c'est qu'il faut récupérer le maximum de territoire ukrainien. Il faut demander leur avis aux populations concernées. Et il ne faut pas que ce soit un pillage en bande organisée. Je peux juste vous dire ça. C'est pas à la France de dicter les conditions acceptables de l'Ukraine pour son propre pays. Mais voilà, il faut aller vers quelque chose de plus juste que ce qui a été proposé. Je peux que vous dire ça au jour d'aujourd'hui. Mais par contre, je suis sûre qu'il faut être très très prudent sur les mots qu'on emploie. Et il ne faut surtout pas se précipiter dans le chantage de Donald Trump parce que les 3,5% de PIB dans la défense, ce n'est pas un chiffre sérieux. C'est ce qu'a demandé Donald Trump. Il faut qu'on ait un état des lieux sur notre industrie militaire, notre dépendance militaire. Aujourd'hui, il y a des usines en France qui ferment. Vous partagez la nécessité de se réarmer? Oui, mais pas n'importe comment. Il faut qu'on achète du matériel militaire français et européen. Aujourd'hui, le gouvernement, le même qui fait le va-t-en-guerre, laisse fermer des usines stratégiques pour notre dissuasion nucléaire, comme Vancoresk, par exemple, comme Vancoresk en Isère. Mais ça veut dire que vous soutiendrez tout plan de soutien à cette industrie de défense Oui, mais sauf que là, il n'y a pas de plan, il n'y a eu aucun mot sur la relocalisation. Là, et si on dépend... Non, mais je vais vous dire le résultat. Si c'est maintenant qu'on dépense... J'allais voter sur le sujet, c'est très variable chez les Insoumis. Non, mais nous... Il y a un an, vous avez voté contre. Moi, je suis en commission défense. On n'a jamais été contre l'augmentation du budget de l'armement en France.
France. La question, Vous avez voté la loi de programmation militaire? Non, mais la question, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui Et ne vous nous n'avez pas convenaient voté pas. le soutien à l'Ukraine il y a un an? Si, mais attendez, la question, madame, Non. la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et c'était pas un soutien, Oui, la loi de c'était une programmation résolution militaire, et c'est des c'était les dizaines de mots milliards en de la plus. résolution, la question de l'élargissement à l'OTAN, la question de l'élargissement potentiel à l'Union européenne qu'on ne voulait pas voter. C'est pas le soutien militaire. Nous ne sommes pas contre envoyer des armes et de l'argent à l'Ukraine. Il va falloir le dire. Je reviens sur la loi de programmation militaire. mais C'était des dizaines de milliards en plus pour l'armée. Est-ce que je peux finir, s'il vous plaît? Je suis en commission défense. Mais Notre précisément. position, elle est claire. Nous ne sommes pas opposés au montant pour renforcer le budget militaire. Nous sommes par contre excessivement opposés à une rhétorique hypocrite, au fait de dire on va envoyer des soldats alors qu'on n'est même pas capable d'appliquer des sanctions économiques dignes de ce nom, au fait qu'on utilise ces armes correctement, qu'elles respectent les droits de l'homme. On est aussi extrêmement tatillon à ce qu'on n'exporte pas d'armes, par exemple, vers Israël qui commet un génocide. Tout ça, c'est très important. Vous savez que ce terme est contesté. C'est très important. Donc, moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'on n'est pas contre le réarmement de la France et de l'Europe. La question, c'est que là, si on dépense 40 milliards cette année dans du matériel militaire, ils vont aller où ces 40 milliards? Aux États-Unis. Parce que 63% des dépenses de l'Union européenne en matériel militaire, elles vont dans les poches de qui? De Donald Trump. Et c'est exactement pour ça qu'il nous fait ce chantage. Vous croyez que c'est sérieux? Donc au final, non, mais vous croyez que c'est sérieux pas le soutien quand à l'Ukraine. Un partenaire, et je mets des guillemets, se désengage aussi brutalement, humilie un chef d'État? Il faut par exemple annuler les commandes de F-35 qui sont faites par les États membres de l'Union. Je peux finir une phrase? Il a eu oui, mais il faut qu'on pose des questions aussi. Non, mais vous pensez sérieusement que c'est sérieux de dire OK, pas de souci, et on va vous faire un chèque de 40 milliards pour du matériel militaire alors que vous venez de mettre un couteau dans le dos à l'Ukraine, à l'Union européenne? Enfin, voilà, c'est ça qu'on dit. Donc nous, on veut bien augmenter les budgets, mais il faut un plan sérieux. Comment on finance cet effort de défense? On parle de grand emprunt, on parle d'utiliser les avoirs russes gelés. Désolée, c'est très court, mais votre réponse en quelques mots là-dessus. Déjà, c'est hors de question qu'on le fasse sur le dos des services publics, qu'on le fasse sur le dos de l'hôpital public, qu'on le fasse sur le dos des écoles. Donc on le fait sur quoi? On le fait en augmentant les impôts. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Non, pas de tout le monde, des milliardaires. Nous de toute manière, on est très clair. On a une proposition. C'est la solution à tout. Bah écoutez, il y a quand même beaucoup d'argent. Vous savez qu'avec 2% du patrimoine des 500 fortunes les plus riches de France, on gagne 25 milliards d'euros, c'est-à-dire la moitié de l'effort militaire que vous souhaitez. Merci à vous, Alma Dufour, députée La France Insoumise de Seine-Maritime et membre de la commission de la Défense à l'Assemblée nationale. Merci.